Lorsque j'ai repris mes études à la fin de l'année 2010, c'était dans une vraie dynamique. C'est-à-dire que j'avais réussi à mettre derrière moi une mauvaise expérience professionnelle, et ce, grâce à mon atelier artisanal de confection de livres pour enfants. Cette thérapie par l'écriture et les activités manuelles m'a redonné confiance en l'avenir. Je me suis dite à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur et qu'il était temps de m'affirmer. C'est pourquoi reprendre un doctorat à l'âge de 36 ans était pour moi comme la preuve que je me refaisais confiance. Il suffisait de m'organiser un peu. Je me disais, passe ton doctorat en 3 ans. Ensuite, deviens professeur de coréen à l'université. Et puis, tant que j'y pense, fonde une famille. Ainsi, la boucle est bouclée. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler que les choses ne se passent jamais comme prévu. J'avais commencé une thèse en 2002 sur le théâtre coréen. J'avais intitulé le sujet de thèse « Le surréalisme dans l'univers de Taesok ». Tout un programme que j'avais d'ailleurs mis en stand-by à cause de ma situation précaire. Et donc 8 ans après, il était évident pour moi que je devais reprendre les choses où je les avais laissées. Même si étudier le théâtre coréen, la littérature, ne me passionnait plus vraiment. D'ailleurs, la condition sine qua non que l'administration de l'université m'avait imposée pour reprendre des études à ce niveau était que je change de sujet. Je me frottais donc les mains à l'idée de pouvoir enfin choisir le sujet de mes rêves, celui qu'on m'avait plus ou moins déconseillé en maîtrise, c'est-à-dire étudier la guerre de Corée, la division et surtout l'idée de réunification. À cette époque, on m'avait plus ou moins fait comprendre que ce sujet historique était trop ambitieux pour moi. Mais là, étant devenu un électron libre, tout devenait possible. Alors j'ai foncé, remettant tous mes plans en question, car le but n'était plus de devenir professeur de coréen en France, mais bien de comprendre d'où je venais et par quel miracle j'avais atterri en France. Quel était donc ce système invisible qui avait permis de déplacer des centaines de milliers d'enfants d'un petit pays en guerre comme la Corée à un autre comme la France, et d'appeler tout ça protection de l'enfance? Ça y est, le simple fait de passer d'un sujet un peu tranquillou à une question presque existentielle venait allumer tous mes sens à la fois et transformer cette reprise d'études en une réorientation fortuite de ma vie personnelle.
J'aimerais vous présenter mes travaux de recherche sur ce sujet qui me tient tant à cœur. J'ai pris la décision de le faire ce matin, après avoir écouté les informations. Et comme vous le savez peut-être déjà, l'Amérique est entrée à son tour en guerre. Après la Russie, l'Ukraine, Israël, la Palestine, l'Iran. Pour moi, cette information a immédiatement résonné avec les travaux de recherche que je mène depuis 2010 et que j'avais délaissé pour me consacrer à d'autres impératifs. Bien qu'inachevé et au vu de l'obscurité dans laquelle le monde est en train de plonger, cette étude apportera peut-être à certains ou à certaines d'entre vous un autre éclairage sur ce qui s'apparenterait, selon Paul Valéry, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Pour l'heure, voici un plan rapide de l'état de mes travaux, dont le sujet portait, je vous le rappelle, sur la protection des enfants en temps de guerre. J'y aborde le contexte historique dans lequel la protection de l'enfance internationale est née, puis comment elle a évolué lors de la Première Guerre mondiale. J'ai remarqué qu'il y avait 3 phases dans cette évolution. La première a consisté à regrouper et isoler des enfants loin des villes pour des raisons de sécurité et aussi parce que c'était plus pratique pour l'approvisionnement. La deuxième phase concerne la dispersion des enfants dans des familles d'accueil en prenant soin de changer leur identité afin qu'ils puissent échapper à la persécution idéologique de certains régimes totalitaires. Enfin, la troisième et dernière phase, observable, s'apparente à l'expatriation des enfants dans des pays voisins non touchés par la guerre. Ceci m'a amené à étudier la Seconde Guerre mondiale et à l'élaboration d'une 4e phase beaucoup plus complexe, la reconstitution des familles. Cela consistait à regrouper les membres dispersés d'une même famille une fois la guerre terminée. C'est à ce moment précis de l'évolution de la protection de l'enfance qu'intervient la guerre de Corée. En effet, la mesure de reconstitution des familles coréennes devient, après 1953, un enjeu diplomatique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'est donc plus question de rassembler des enfants et des parents dispersés malencontreusement par les bombardements aériens. La protection de l'enfance perd sa neutralité sous l'effet de la guerre froide et devient partisane. Une partie des enfants coréens sont en effet déplacés dans les pays soviétiques sympathisants de la Russie et l'autre partie dans les pays de l'OTAN alliés des États-Unis. On ne parle plus à cette étape de retour possible des enfants au pays, comme c'était le cas pourtant pendant la Seconde Guerre mondiale avec les enfants européens. Les enfants coréens déplacés sont d'office étiquetés orphelins de guerre et adoptés dans des familles idéologisées selon qu'ils ont été sauvés par le bloc soviétique ou bien l'alliance constituée des pays de l'OTAN. La question qui s'est posée à moi pendant toutes ces recherches passionnantes a toujours été la même. Comment cette dernière mesure de la protection de l'enfance internationale
c'est-à-dire la reconstitution des familles dispersées, pourrait devenir, à l'heure actuelle, un symbole de paix et de fraternité entre tous les pays du monde, alors que l'adoption internationale s'est totalement cristallisée dans le contexte de la menace de guerre totale, en une institution à part entière du droit international, jusqu'à pouvoir déplacer des milliers d'enfants alors même qu'ils viennent de pays en paix